Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Effray Paris. Vous êtes sur le plateau télé de Le Hub. Nous sommes au milieu de l'Innovation Lab sur le campus d'Effray. Le Hub, c'est quoi? C'est une émission qui met autour de la table 3 experts autour d'une thématique du numérique. Et après un premier épisode sur la cybersécurité et un second sur la e-santé, aujourd'hui on avait vraiment envie de prendre un peu de hauteur, limite littéralement, en traitant un petit peu du sujet de l'avionique, voire de tout ce qui peut voler en fait, et de la place du numérique qu'occupe le numérique sur les avions, les hélicos, les drones, voire les navettes spatiales. Donc pour cette émission, bien évidemment, nous avons des invités autour de la table, je vais vous les présenter dans une seconde. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser en commentaire toutes les thématiques du numérique que vous souhaiteriez qu'on aborde. Au contraire, on adore plutôt savoir un petit peu ce que vous attendez de cette émission. Et enfin, comme à chaque émission, on aimerait bien vous faire gagner quelque chose. Aujourd'hui, on va vous faire gagner un drone racer. Maxime vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Toutes les instructions pour participer à ce jeu concours sont dans la description. N'hésitez pas, lâchez-vous. Tout de suite, je vous présente les invités. Je me tourne vers toi, Pierre-Henri. Enchanté, bienvenue. Pierre-Henri, tu es à la fois ancien pilote de chasse, pilote de ligne, et plus récemment, tu t'es reconverti en tant que conférencier dans le numérique. Moi, je te connais plutôt en tant que youtubeur. Pour moi, tu es athée, chuet, qui décrypte un petit peu tout ce qui se passe dans l'univers aéronautique, voire dans les films. Déjà, bonjour. Merci, bonjour tout le monde. Alors, j'ai une première question pour toi. Elle est un petit peu violente, mais ça m'interroge. Comment on passe de pilote de chasse à conférencier dans le numérique? Tu m'expliques? Eh bien, dans l'avion de chasse et surtout sur le Rafale, il y a beaucoup de systèmes embarqués. Donc, on a forcément, on va dire, un rapport au numérique assez sain. En tout cas, j'espère. On va en reparler. Mais surtout, on aime bien ça. Et quand j'ai arrêté ma carrière en tant que pilote, je me suis dit qu'il y avait peut-être d'autres choses à faire. Et c'est comme ça que j'ai mis un peu, on va dire, le pied dedans. Et c'est pour ça que maintenant, on est collègues youtubeurs, tu vois. Donc, Ok, merci en tout cas. À ma gauche, Jean-Marc Levaux, bienvenue déjà. Bonjour Adrien. Alors toi tu fais ton grand retour sur le campus, tu es un alumni Effray Paris. Est-ce que je peux savoir d'ailleurs quelle était la matière en particulier que tu as bossé à Effray Paris? Alors à cette époque ça s'appelait électronique et traitement de signal. Ok. Et depuis, là, aujourd'hui, tu bosses pour Safran Data System. Oui. Quand on préparait l'émission, tu m'as direct mis un peu le pied à l'étrier en me disant « Non mais attends, Adrien, il n'y a pas que les pilotes. Nous, chez Safran Data System, on a un métier très technique. Est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu en bref ?» Oui, en bref. Alors, vous connaissez tous Safran, qui est quand même un fabricant de avionique extrêmement connu, mais Safran Data System est une petite partie de cette grande société qui est plutôt spécialisée. Une de ces BU dans laquelle j'exerce mon travail est une BU qui fabrique et qui conçoit des équipements qui vont servir à la certification de tout ce qui vole. Alors, on peut parler des avions, mais on parle aussi d'hélicoptères, de lanceurs, de missiles. Et donc, à partir du moment où ça va voler, où il faut certifier, on va placer des capteurs, des systèmes d'acquisition partout, en vue d'acquérir des données lors des premiers essais en vol. Et puis après, de valider que ce qui vole va bien voler longtemps. C'est-à-dire qu'avant même de faire voler AT ici présent, en fait, il y a une armée de techniciens, une armée d'ingénieurs qui réfléchit au système, qui enregistre des données, qui font en sorte que quand toi tu prends le manche, en fait, ça fasse pas pchit, quoi. Merci Jean-Marc. Parce que De rien. sinon, je serais sûrement pas là, je pense. Cool. Et troisième invité autour de la table, on a avec nous Maxime Lécuyer. Maxime, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors toi, tu es encore étudiant, tu es étudiant Effray Paris en M1 dans la spécialité avionique et espace, mais pas que en fait. Tu es aussi président d'une association, l'association Effray Falcon. Je tiens au passage à remercier Effray Falcon qui nous a aidé à produire le contenu autour de cette émission. Moi, j'y connais rien, ça m'a beaucoup appris. Justement, quitte à apprendre des choses, Effray Falcon, vous faites quoi? Vous faites voler quoi? Alors, Effray Falcon, c'est l'association de drones FPV et d'aéromodélisme à l'Effray. On fait plein de trucs. On organise des cours sur le campus, on organise des formations au pilotage, à toute l'électronique qui est embarquée dans ces petits engins. Et en fait, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on pilote tous ensemble, on s'éclate. Et en fait, avec la petite caméra qui est postée juste devant le drone, eh bien, on reçoit le signal vidéo dans notre masque. C'est un peu un masque VR. Et puis, on le pilote et on se faufile partout, en fait. Ton asso, elle serait capable de faire voler un drone sur le plateau? Ça arrive.
Ok, bah, bon atterrissage, Voilà un peu nickel. Je me doute bien qu'entre ce que toi, tu as l'habitude de piloter et le petit machin qui a plutôt l'air d'un gadget ludique, il y a déjà un monde, mais il y a sans doute des ponts entre les deux, quelque part. Bah ouais, je me suis dit que c'est une super anti-sèche en fait votre système. Je sais pas comment vous l'utilisez, mais blague à part, oui, je pense à peu près la même chose. C'est juste que le pilote est à distance et du coup vous pouvez voler plus bas. Et je pense que la sensation de vitesse doit être très sympa aussi en FPV là. Ouais, c'est excellent. Ouais. C'est excellent. Ok, cool. Alors moi encore une fois j'y connais rien et pour quelqu'un comme moi ou même pour le grand public en fait, quand on parle d'hélicoptère, quand on parle d'avion, enfin moi j'ai vraiment l'image de Tintin quoi. Il tire sur le manche, ça monte et tout se passe bien. Un hélicoptère pour moi c'est une espèce d'énorme machine mécanique qui est juste soumise à des tractions et c'est plutôt physique d'être pilote. Et du coup pour préparer l'émission je suis allé sur le site justement de Safran et sur le site de Safran je me suis rendu compte qu'en fait un hélicoptère voilà, qui a l'air d'être une grosse bébête. En fait, elle est soumise à beaucoup d'équipements qui traitent du numérique, entre le câblage, la boule de visée qui est gyrostabilisée, le pilote automatique, je ne savais même pas qu'il y avait du pilote automatique sur les hélicos, les systèmes de navigation qui sont maintenant numériques, voire l'alimentation en kérosène et la puissance, tout ça c'est géré par un ordinateur. Alors, moi, j'aimerais bien déjà avoir votre ressenti sur ça. Le numérique dans les objets volants, quels qu'ils soient, on en est où aujourd'hui ? Je pense qu'il y en a dans pratiquement tous les engins. Peut-être il y a certaines personnes qui aiment encore piloter des engins uniquement mécaniques. Mais sinon, dans tout ce qui est professionnel, militaire, à mon avis, il y a de l'électronique partout. Oui, sauf sur certains vieux avions, tu as du numérique partout avec ce qu'on appelle les commandes de vol électriques de toute façon. Tu prends la flotte d'avions de chasse française, il n'y a plus que des avions à commande de vol électrique. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sans ordinateur, les avions ne peuvent pas voler. Donc à partir de là, on a vraiment vu une révolution. Avec le retrait, les derniers avions, c'était les Mirage F1 qui étaient encore à commande un peu directe. Moi, je fais du super étendard, pareil, ancienne génération. Et maintenant, c'est du Mirage 2000, du Rafale. Et dans l'aviation civile, quasiment tous les Airbus et les nouveaux Boeing également, c'est les ordinateurs qui pilotent en fait. Donc ça on ne peut plus partout. Ouais. Oui. J'aimerais apporter quelque chose, c'est que en dehors de l'aspect pilotage aussi, il y a tout ce qui est autour de l'avion. Alors on va parler des systèmes d'armes ou des systèmes radars, des systèmes de communication, télécommunication, des systèmes de gestion du carburant comme tu en parlais. Donc oui, effectivement, les algorithmes prennent le pas sur l'humain un petit peu, mais en tant que pilote de chasse, parce que je pense que Pierre-Henri n'en disconviendra pas, mais il a toujours son poids dans l'avion, mais toutes les aides, les béquilles aujourd'hui que représente le numérique, le traitement de signal, le big data à l'intérieur des avions, aujourd'hui c'est des capacités et des données à acquérir monumentales en temps réel pour que tout un système derrière puisse calculer, aider le pilote à être au maximum des capacités de la machine. Ok, donc d'après ce que j'ai compris, en tout cas sur tout ce qui est avion armé, le pilote est plutôt un chef d'orchestre d'une armée numérique. J'imagine qu'au sol aussi, il y a des tas de systèmes qui sont numériques et dont le pilote est tributaire, non ? Oui, alors moi, je peux donner un petit commentaire là-dessus. Dans d'autres BU où j'ai exercé pendant quelques temps, qui était Space and Communications Data System, il y a une spécialité, il y a un équipement qui s'appelle un équipement type Cortex. Bon, je fais un peu de pub, désolé, mais qui est utilisé par l'US Air Force et puis l'armée française, qui permet aussi d'utiliser les moyens de télécommunication à travers un satellite pour connecter un drone en vol et recueillir en temps réel les informations, la cartographie, la visualisation et puis les commandes. Alors, c'est assez marrant que tu en parles. Moi, il y a un premier débat sur lequel j'adorerais vous lancer. Le thème de l'émission, c'est « Y a-t-il un ingénieur dans l'avion ?» Ma première question, et je vous la pose à tous les trois, est-ce qu'il y aura toujours un pilote dans l'avion, en fait ? On en est où aujourd'hui ? Moi, je répondrais pour ma part, je pense que non. Aujourd'hui, on a déjà des métros qui sont sans conducteur. Je pense que les gens ne se posent plus trop de questions sur le fait que est-ce que le métro va s'arrêter ou pas. La conduite assistée, on y pense, on va y arriver. Et je pense que dans quelques années, on se posera plus trop de questions. Les hélicoptères, en tout cas les drones aériens tels qu'on les
On les définit aujourd'hui. Il y a déjà des essais à Singapour. Il y a déjà un drone qui fait l'aller-retour entre le centre de la ville et l'aéroport, qui est piloté de manière automatique. Et donc, je pense que oui, vraisemblablement, le pilote va prendre moins de place aujourd'hui, dans l'avenir. Ça, c'est la trajectoire de l'industriel. Oui. Toi qui as été pilote de chasse, en fait, t'as pas un peu le seum de te faire remplacer par du silicium? Non, parce que alors, justement, en tant que pilote de chasse, ton objectif, c'est un certain degré de performance. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec les avions d'ancienne génération, avec zéro électronique ou très peu dedans, on va dire, on arrivait peut-être à faire ce niveau de performance. Tu rajoutes les ordinateurs et tout, on arrive à être à ce niveau de performance. Et je pense que la problématique actuelle, c'est voir comment on peut réussir à bien faire cohabiter l'homme, qu'il soit dans le cockpit ou à l'extérieur, derrière un centre de contrôle ou autre, et l'informatique, de manière à ce qu'on arrive au niveau de performance encore au-dessus. Donc je pense que à vouloir se dire non, il faut à tout prix que le pilote reste dans l'avion, d'un certain côté, on ne fait pas vraiment le travail qui est censé être le nôtre. Donc en tant que pilote, on se doit d'accompagner, je pense, les ingénieurs et tout, pour leur transmettre notre expertise, pour qu'ils puissent en tenir compte et que ça évite des problèmes dans le futur. Parce que la grosse peur, c'est ça. C'est-à-dire que les ingénieurs ont leur expertise, nous, les opérationnels, on a notre expertise, et il va falloir qu'on arrive à fusionner les deux intelligemment, de manière à ce que les avions sans pilote, ou avec un seul pilote, par exemple pour les avions de ligne, soient safe. Parce que sinon, la mise en place... C'est assez cool. Max, toi, tu es justement ingénieur et futur ingénieur justement à la fois des systèmes qu'utiliseront des gens comme Pierre-Henri ou fabriqués par des entreprises comme celle de Jean-Marc. T'en dis quoi, toi, de tout ça, en fait? Moi, je pense que c'est encore hyper important pour l'instant qu'on ait encore un pilote dans l'avion. Ça, c'est clair, pour au moins qu'il gère les situations critiques, par exemple. Mais j'ai l'impression que ça va tendre à disparaître au fur et à mesure. Peut-être que d'abord, comme le disait Pierre-Henri, les compagnies aériennes ne mettront plus qu'un seul pilote dans l'avion. Déjà, je pense que ça va permettre de faire beaucoup d'économies. Et à terme, avec l'avancée des systèmes numériques, on va de plus en plus ne plus se poser la question. On verra bien que l'avion vole, qu'il est aussi sûr qu'avant, et on prendra un avion sans pilote. Ok. Alors, toi, tu as un truc un petit peu cool, c'est qu'avec Falcon Effray, vous concevez, vous développez, vous pilotez un système. C'est super chouette. C'est-à-dire que ce que tu es en train de dire, tiens, il faudrait peut-être qu'on se mette autour de la table, les ingénieurs, les pilotes. Vous avez l'habitude, entre pilote et industriel, justement, et ingénieur, est-ce que c'est une première table ronde ou c'est quelque chose qui est très fréquent, en fait? Dans la mécanique, comment ça marche, en fait? Je pense que Pierre-Henri saura peut-être plus en dire. De mon côté, moi, non, j'ai pas accès à ce genre de groupe. Hein. C'est plutôt réservé aux gens qui vont prendre le manche, en fait. On est avant que les gens prennent le manche, donc non, je ne peux pas répondre. Par contre, Pierre-Henri. Moi, une de mes dernières fonctions dans l'armée sur Rafale, c'était d'être ce qu'on appelle officier d'utilisation opérationnelle, donc d'aller voir les industriels pour leur faire preuve du retour d'expérience. Mais on parle, c'était un séminaire tous les 6 mois à peu près, donc il y a encore moyen d'avoir des meilleurs points et de faciliter ce transfert. Je pense qu'il faut qu'on aille vers ça, il faut que chacun travaille un petit peu sur sa vision du métier et qu'on comprenne que ce qui compte, c'est le bien commun et accessoirement la survivabilité des passagers derrière. Quand l'armée a besoin d'un système, comment elle fait? Est-ce qu'elle fait un cahier des charges qu'elle envoie à des industriels? Alors là, c'est pas simple. Si vous avez 5 heures, on va pouvoir en parler. Alors peut-être pas en 5 heures, mais c'est un sujet assez intéressant. Non, c'est un très bon sujet. C'est-à-dire qu'en fait, généralement, tu as un besoin qui vient des opérationnels et après, ça va remonter via une multitude de strates et ça va arriver justement aux industriels. Mais on est sur des boucles quand même assez longues. C'est pour ça qu'il y a certaines agences qui ont été créées. On parle beaucoup de l'agence Innovation Défense ces dernières années, qui est quelque chose d'assez nouveau. Il y a même des fonds maintenant pour en gros créer un peu de la start-up de défense, des choses comme ça pour répondre à des problématiques. Mais de manière générale, on a quand même des boucles qui prennent un certain temps. Mais ça part de l'opérationnel et ça remonte en étant plus ou moins filtré, plus ou moins réorienté. Et c'est pour ça, par exemple, le Rafale. Le Rafale, on parle beaucoup dans les médias du futur standard, qui est le standard F4. Il n'a absolument rien à voir avec le premier standard qui date qu'à mon âge. Moi, je suis né en 86, premier vol du Rafale 86. Donc il y a vraiment eu de grosses transformations et tout le monde s'adapte. Donc il y a de la communication, mais on n'est pas sur une agilité à laquelle on pourrait penser quand on a ton âge. Ok, merci. Je voudrais juste rebondir sur la criticité du pilote dans l'avion, puisqu'en fait on disait oui, vraisemblablement il y aura de moins en moins
de pilotes dans ce qu'ils volent, dans les aéronefs. Ça sera vrai sur les choses qui sont complètement cartographiées. C'est-à-dire, dès qu'on est dans un axe qui est balisé avec des feux rouges, une route, un code de la route, etc., là, vraisemblablement, le big data fera aussi bien, voire mieux. Par contre, le pilote dans un mode chasse, clairement, il n'est plus dans le même espace. Et donc, le balisage, il n'y a pas de règle. Et donc, c'est la survie et l'objectif avant tout. Donc là, s'il y a bien, entre le premier et le dernier pilote dans un avion, au début du siècle dernier, c'était la chasse. Et peut-être que ça sera la chasse qui partira avec le dernier pilote, quoi. Ok. Là-dessus, on parle de chasse, on parle de système, on parle de la place de l'ingénieur. On en est où dans le Made in France aujourd'hui? Parce que toi, tu représentes Safran, mais on est très très bien équipé en France, j'ai l'impression, en tant qu'entreprise, ingénieur, pilote. Est-ce que le Made in France a une vraie carte à jouer en ce moment là-dessus ou... Enfin, je sais pas. Moi, je pense que sur la place mondiale, la France et sa technologie aéronautique est parfaitement connue et reconnue, aussi bien à travers Airbus qu'à travers les programmes comme avec Dassault, le Rafale, qui aujourd'hui commence à bien être connu sur la planète. Son écosystème aéronautique avec Ariane, qui marche bien aussi, même si on prend un petit peu de retard par rapport à nos concurrents américains. Mais en tout cas, cette compétence, elle est connue et reconnue. Par contre, on sent, moi, à mon niveau, je sens qu'il y a des compétences qu'on a perdues un petit peu et que j'aimerais revoir renaître un petit peu, ou en tout cas, il y a des postes qui sont ouverts pour les futures générations, puisque des compétences, aujourd'hui, en informatique, big data, on les a, elles sont présentes dans les entreprises. Par contre, il y a des fondamentaux qu'on a un peu perdus, qui sont l'électronique, qui a été malheureusement un peu un parent pauvre ces 20 et dernières 30 années, qui sont captés aujourd'hui par les grandes entreprises. Mais en fait, c'est une race d'ingénieurs qui a eu tendance à disparaître un peu et que j'aimerais ranimer à travers votre émission, ça serait sympa. Cool. Bah justement, toi, tu en pratiques de l'électronique avec tes drone racers. Je crois que vous êtes mobilisé aussi sur d'autres drones, pas que volants d'ailleurs. T'as une réponse là? Il est en train de dire on manque de compétences en électronique. Défends le bout de gras, vas-y. Ouais, on y travaille, on est formé à ça nous dans notre majeur, donc on a une grosse base d'électronique, des compétences solides, et autour en fait tout ça c'est enveloppé dans un univers aéronautique et spatial, et donc justement je pense que cette majeure a été créée pour répondre à ce genre de besoin que les industriels français ont l'air d'avoir perdu au fil des dernières années. Et moi, j'aimerais rebondir sur quelque chose, c'est que tu disais qu'il y a un petit peu des fondamentaux qui avaient comme été perdus. Et moi, je pense que, en fait, par rapport à ça, c'est que l'innovation va peut-être venir de plus en plus des petites entreprises, des PME. Il y a un tissu de PME qui est assez développé dans la défense en France et qui est encouragé. Et je pense qu'ils vont travailler de plus en plus avec l'armée et avec des grands groupes comme Safran ou d'autres. T'as l'air de hocher de la tête, Pierre-Henri. Ah oui, non, complètement. Et on voit récemment, il y a par exemple Dassault et d'autres constructeurs qui ont lancé le MMT, le Man-Machine Teaming. Donc c'est l'homme et la machine, comment les faire bien fonctionner ensemble. Et pour ça, il y a eu justement une multitude de start-up et de PME qui ont répondu, et ça brainstorm, ça fait du jus de cerveau, comme on dit. Ça, s'il y a des Québécois, ça réfléchit énormément sur le sujet, et je pense que tu as complètement raison. Et la grosse force de ces PME, c'est justement des boucles beaucoup plus courtes, et ça permet d'arriver avec des solutions. On est sur une vitesse d'évolution technologique qui est quand même plus ou moins exponentielle, enfin, quelle loi de Moore, toutes ces choses-là, et ça demande une certaine agilité dans les entreprises, et une des solutions pour casser peut-être l'inertie des gros groupes, c'est ça, c'est ce genre de concept. Donc je pense pour des personnes comme toi qui sortent d'école, qui sont habituées à mettre les mains dedans, mais aussi à prendre le recul nécessaire, il y a énormément à faire, puisqu'en fait il y a tout à faire. Et quand on regarde même d'un point de vue militaire ce qui se passe aux portes de l'Europe, ce qui s'est passé il y a peu avec les derniers conflits, on est un petit peu en retard sur tout ce qui est drones de combat et toutes ces choses-là, et je pense qu'il y a énormément de travail à faire là-dessus. Ok. Ouais, ce qui est marrant, c'est qu'en plus tu parles de drones de combat, et c'est un sujet qu'on abordera un petit peu plus en détail derrière. Là, vous venez de me parler d'avionique un peu de pointe quand même. On parle littéralement Rafale, quoi. Moi quand même, je m'interroge, à quoi
pour moi, grand public, indépendamment de la stratégie militaire, de la souveraineté du territoire. Ça sert à quoi, en fait, pour le grand public? Est-ce que les sujets que vous abordez là en ce moment, c'est un petit peu comme la F1 pour la voiture? Est-ce que c'est des espaces de test ou, en fait, c'est de la techno qui va après servir le grand public? Ah oui, ça va servir le grand public, c'est exactement ça. C'est d'un côté la F1, de l'autre un peu le rallye, on va dire. Et c'est exactement ça. Quand on parlait tout à l'heure des optiques, par exemple, sur l'hélicoptère, ça a une vocation militaire, mais ça a aussi une vocation de sauvegarde et de survie. C'est-à-dire quand il y a des gens qui partent au ski et qui disparaissent, on va les chercher avec ce genre d'optique. Si on a des drones, pareil, on peut faire de la recherche grâce aux drones. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'applications, même du matériel qu'on peut croire réservé à l'armée. Pas du tout, il y a des applications civiles. Même avec les drones, on peut faire la surveillance de pipeline, la surveillance de lignes électriques. Enfin, il y a énormément de choses possibles. Et on va dire la spécificité militaire pure, je pense qu'elle est de moins en moins vraie, puisqu'il y a de plus en plus d'ouverture technologique dans le civil. Et je pense que c'est peut-être, enfin c'est toi le spécialiste, mais depuis l'ouverture du GPS, je pense que le transfert est énorme. Tu as parfaitement raison. Aujourd'hui, le drone est en passe de devenir un moyen complètement de libération de l'homme pour véhiculer des données. On trouve aujourd'hui des drones dans l'agriculture. On va venir surveiller un champ, surveiller la propagation des maladies, surveiller les forêts, sur les feux de forêt. En fait, on trouve aujourd'hui le drone, c'est un moyen extrêmement simple, extrêmement rapide de mise en œuvre pour couvrir un champ d'application qui n'était pas encore exploité jusqu'à récemment. Et donc ça, c'est issu de l'évolution technologique et de l'évolution numérique qui est drainée par des projets comme le Rafale, comme ce genre de choses-là. On atterrit sur des technos qui sont beaucoup plus proches du public. Ou est-ce que c'est des startups? Parce qu'il y a une startup Airinov qui avait été montée sur des drones agricoles, qui prenait des photos infrarouges des champs et qui était capable, grâce à un GPS au mètre carré près, de savoir quelle était la parcelle qui avait besoin de phyto ou pas. Cette startup-là, je rebondis un petit peu, elle arrivait un petit peu en avance sur son temps. C'est-à-dire que le public n'était pas prêt à la voir arriver et elle est morte de sa belle mort. Donc en fait, c'est un peu ça ce que toi tu es en train de dire, c'est-à-dire que l'univers est en train de mûrir suffisamment pour que les deux cohabitent? C'est toujours un phénomène cyclique. Quand on est trop en avance sur son temps, on déploie et on part de zéro. Donc le moindre pas est tout de suite extrêmement intéressant. Et puis, si on est trop en avance, en fait, on ne trouve pas les bonnes personnes en face pour déployer la technologie. Donc l'idée s'écroule un petit peu. Et puis, il y a d'autres faits techniques qui vont revenir enchérir la solution avec les GoPro, par exemple. Au départ, c'était fait pour filmer un peu ses exploits. C'était un moyen simple, de haute définition. Aujourd'hui, vous trouvez des GoPro sur plein de petits drones qui vous permettent d'obtenir une définition extraordinaire pour pas cher. Et donc, en fait, c'est un moyen à côté qui, ajouté à un moyen existant qui était peut-être pas encore parfaitement exploité, lui donne une nouvelle dimension qui permet vraiment de surmultiplier la valeur ajoutée du concept. Mais complètement, je suis entièrement d'accord. Justement, là, sur le petit drone qu'on voit, il y a un petit support jaune sur le dessus. Justement, c'est une accroche de GoPro. Juste ici, là, en jaune, c'est une accroche de GoPro. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai imprimé moi-même en 3D et que j'ai vissé dans le châssis. Et donc, comme tu disais, c'est pour prendre des images hyper haute définition. Donc moi, je m'en sers plutôt pour des loisirs ou pour faire des films, mais ça peut avoir une infinité de possibilités. Et... N'hésite pas à le poser là, entre vous deux. Donc, en gros, si le couvre-feu se durcit, tu peux sortir ton chien par la laisse avec ton drone. Alors, ceux qui ont un animal de compagnie, ils ont la chance parce que le couvre-feu, pour l'instant, ils en ont pas trop. Mais du coup, en application, ce que tu expliquais, c'est qu'on peut aussi imaginer la surveillance des lignes de tension, ou pour les pompiers, genre tiens, je veux me faire un état de vue de hauteur de l'incendie. Oui, mais la recherche également de personnes disparues. Je sais que la gendarmerie maintenant commence à les utiliser quand il y a des personnes qui ont disparu, et c'est très simple. Et les forces spéciales, enfin, je sais déjà en 2016, en Irak, on travaillait, nous, depuis nos senseurs d'avion et les forces spéciales au sol avec leurs drones, et ça permettait de comparer les images. Donc c'est quelque chose que tu peux utiliser. Ok, donc c'est déjà en marche, pas que dans l'armée, mais aussi sur des métiers un petit peu plus techniques et aussi sur du grand public. Exactement. J'ai l'impression que même l'innovation est encore plus proche du grand public que par rapport à la Formule 1. Parce qu'en Formule 1, c'est des voitures qui sont utilisées pour faire la course et ensuite elles sont rangées au garage. Alors que là, en fait, c'est directement sur des applications concrètes qui sont utilisées chaque jour par des personnes dans un but précis et pas seulement faire la course, sans vouloir être réducteur par rapport à la Formule 1. Mais
Je pense que tu as raison, parce que même si on regarde, par exemple, l'informatique qu'il y a dans un Rafale ou même dans un Airbus ou autre, souvent c'est moins développé d'un point de vue specs que ce qui est disponible pour le grand public de suite, parce qu'on a besoin de temps de développement, de retour, de s'assurer que ça marche bien. Donc je ne vous donnerai pas la puissance de l'ordinateur du Rafale, mais si on compare aux ordi de gamer, il y a quand même un step. C'est pas gênant, le Rafale fait trop bien son travail, mais à l'heure actuelle, pour tout ce qui est informatique, le grand public a accès à des choses qui sont parfois mieux ou plus avancées que ce qu'on utilise dans les armées. Okay. Ou dans l'aviation. Oui, la problématique, c'est de mettre une PlayStation 5 qui monte à 70 000 pieds. Ça n'a pas été conçu pour. Hein, et c'est plus difficile. Voilà, quand on court à couvrir moins 55, 115 degrés, j'ai pas beaucoup de gamers qui jouent à moins 55 ni à 125 degrés, ou alors ils sont chauds. Bien de la faire tester des fois, parce que des fois ils tentent des trucs en jeu vidéo et après ils disent vous faites pas ça dans la vraie vie. Non. Ça marche pas toujours comme dans Flight Simulator ou comme dans Modern Warfare. Je vois bien où vous voulez m'emmener. Donc du coup, toi tu me parles de... Tiens, la Rafale est peut-être moins développée que les ordinateurs grand public, cool, mais il y a quand même un facteur de robustesse qui doit être derrière et un cycle de production qui n'est pas le même. Justement, c'est quoi les enjeux en fait pour un jeune ingénieur du numérique qui arrive sur ce terrain-là, en fait? Il faut qu'il soit habitué à faire avec des technos moindres, mais plus robustes et plus... Enfin, c'est quoi l'enjeu? Moi, je suis jeune ingénieur, je déboule chez Safran. À quoi je vais être exposé comme enjeu? En fait, il y a différentes approches. Il y a une approche à l'intérieur de la carlingue où il fait chaud et pas trop froid. Et puis, il y a l'approche où on est proche de la peau de l'appareil, où il peut faire moins 50 ou plus 110. Et là, les choses ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, les technologies qu'on va employer ne pourront pas utiliser les mêmes composants et donc devront être pensées différemment. Et donc, on n'est pas en phase au niveau technologique sur les mêmes performances. Donc, tout dépend de l'application. Quand on est proche de l'extérieur, on prend plutôt des matériels qui ont été développés il y a un certain temps, mais qui ont été vraiment validés. Et puis, si c'est quelque chose qu'on n'est pas trop stressé et soumis en température, on va prendre les dernières technologies et ça le fera bien. On a eu un carton d'âme. Je me suis fait tirer dessus par une chouette. Tu t'es fait tirer dessus par une chouette, c'est ça, normal. T'en fais pas. Mon nom de famille, c'est Chouet. C'était pas chouette. En fait, la chouette, c'est l'animal fétiche de l'effray. Pour des tas de raisons. Déjà parce que c'est chouette, et en plus parce que c'est un animal qui a une grande sagesse, il paraît. Donc, il paraît. Et la chouette effray aussi, qui est une il y a la chouette effray, au passage. Donc oui, c'est pour ça que vous avez des chouettes sur le plateau, j'en suis navré. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai une question pour toi, justement. Je pense qui est la vision de l'opérationnel sur la thématique. Là, c'est en gros, moi, en tant qu'opérationnel, si justement il y a un jeune qui arrive ou autre, la transmission d'expérience que je voudrais lui faire, c'est lui faire comprendre. En fait, je vais pas le casser, t'inquiète pas, je t'ai vu. Mon Dieu, il a touché. J'ai des drones aussi, je te rassure. Mais crac. C'est lui faire comprendre qu'en fait, il va être amené à développer une technologie qui est quelque chose. Mais là, en gros, si je te dis, est-ce que tu es prêt à mettre... T'as des frères, des sœurs? Oui. Ok, donc dedans, on va mettre tes petits frères et tu vas les transporter avec. Et ils vont aller dans la mauvaise météo et avec des techniciens qui sont les techniciens standards de l'industrie. Est-ce que tu as confiance pour qu'ils arrivent à 100% sûrs à destination? Non, là, c'est chaud. Et c'est justement ça le point. C'est-à-dire, c'est comprendre l'alignement et l'état d'esprit nécessaire dans ce transport de personnes. La grande différence avec la trame automatique du métro, c'est que s'il y a un souci, ça s'arrête. Ouais. Maintenant, si ça, c'est en vol et que vous avez toute votre famille dedans et qu'il y a 400 personnes dedans, ça s'arrête, il va y avoir des soucis. Et c'est l'état d'esprit de comprendre, et je vais paraphraser Apollo 13, qui d'ailleurs, ils n'ont jamais dit ça en vrai, mais c'est « failure is not an option », c'est-à-dire qu'on est obligé d'aligner toute l'industrie vers un état d'esprit qui est qu'il faut que ça marche à 100%. Et c'est pour ça qu'on ne va peut-être pas forcément prendre la toute dernière tech, on va prendre quelque chose qui va être ultra robuste parce qu'on sait, par expérience, parce qu'on a eu des morts avant dans l'aérien et tout, qu'il ne fera pas toujours beau et que ça ne sera pas toujours un monde merveilleux et qu'il va y avoir des aléas, des choses qui vont se passer, il faut que ça marche. Okay. Il n'y a pas le choix. Alors, dans Apollo 13, c'est rigolo, la phrase qui est la plus répétée, et c'est même sur les rapports de mission, c'est « Houston, on a un problème ». Justement, toi, tu es confronté à des problèmes sur les drones. Est-ce que rien que cette mécanique de « je suis confronté à un problème, comment je le résous », est-ce que déjà, ça c'est la bonne approche en fait? Complètement, oui, et c'est surtout apprendre de ces problèmes. Parce que
La personne, et c'est ça la grande différence, c'est que dans l'aviation, quand tu as un problème, généralement il y a un accident et il y a des morts. Donc à partir de là, l'objectif c'est que ça ne se répète pas. Donc on vient apprendre au maximum de chaque accident parce qu'il y a ce coût de la vie humaine qui est juste pas acceptable. Et donc ça pousse les gens à travailler plus longtemps, à pas forcément bien dormir la nuit parce qu'ils vont bosser, et du coup on va progresser très rapidement. Si tu casses ton petit drone qui t'a coûté pas trop cher ou autre, c'est pas grave, tu vas aller, tu vas passer à autre chose et tu vas pas forcément apprendre autant que tu pourrais de cet accident. Et c'est cet état d'esprit-là qui est très important et qui est un peu, je pense, unique aux ingénieurs de l'aérien ou autre, c'est avoir conscience que derrière, ça ne pardonne pas. Et la moindre erreur de code ou autre, c'est peut-être, ça se trouve, même leur famille qui veulent la payer, quoi. Ok. Alors, je me tourne vers toi. Justement, tu me dis que y a toute une mécanique et tout un tas de compétences engagées pour certifier avant vol, en fait. C'est justement, ça répond exactement à ce qu'on vient de se dire. Du genre, en fait, avant même d'imaginer de mettre un pilote dedans, faut mettre une armée d'ingénieurs, faut mettre une armée de... Je vais prendre un exemple. Quand Airbus, par exemple, conçoit un nouvel avion, on va passer beaucoup de temps à faire de la simulation. On a des outils aujourd'hui informatiques. CATIA, par exemple, qui est un outil qui est français et qui est répandu dans le monde entier maintenant pour ses capacités, est capable de modéliser de très finement tout ce qu'on va pouvoir faire avec l'avion, ses capacités, les moteurs, etc., etc. Bon, ça c'est la simulation. À un moment donné, on construit l'avion et avant de mettre des gens dedans, on va vérifier que la simulation donne bien les mêmes résultats, enfin plutôt que la réalité donne bien les mêmes résultats que la simulation. Donc là, on va fabriquer des équipements et donc dans ces équipements, il vous faut des gens qui font de la métrologie. Donc de la physique, de la mesure des capteurs pour mesurer des températures, des pressions, des torsions, enfin bref, plein de phénomènes physiques divers et variés. Après, il faut des gens qui construisent des systèmes d'acquisition numérique. Donc, les signaux analogiques, il faut les transporter, les véhiculer de manière safe dans un avion. Après, il faut les concentrer. Et donc, vous avez des informaticiens qui vont faire du réseau à l'intérieur de l'avion. Puis après, vous avez des analystes data qui vont analyser tout ça. Enfin bref, il y a un nombre de compétences qui est incroyablement important. Du coup, je vais te poser la question. Toi, dans tous ces métiers-là, en fait, tu te vois plutôt dans quel métier? Parce que tu es en avionique et espace. Est-ce que déjà, tu as identifié un truc? Genre, moi, je veux faire du big data pour des avions. Est-ce que tu as déjà identifié ton truc? Ouais, ça fait partie des métiers qui m'intéressent complètement. J'aime bien aussi toucher directement aux capteurs, implémenter les capteurs, par exemple, ou développer le logiciel embarqué. Mais oui, complètement, on réfléchit, on est complètement embarqué dedans dans la majeure. On va avoir des cours là de Big Data au prochain semestre. On a eu aussi des cours de comment programmer un microcontrôleur parce qu'en fait, dans un objet embarqué, le microcontrôleur, c'est l'ordinateur. C'est lui qui va récolter les données de tous les capteurs, qui va faire un peu une synthèse en renvoyant des données, les données qui nous intéressent. Et donc, on est complètement plongé dans tous ces métiers déjà. Ça veut dire qu'en fait, avec ton tout petit drone ou le drone moyen, où en fait, il y a une espèce d'effet d'échelle quand on passe à un gros avion, mais commencer à apprendre en faisant du Arduino, en récupérant 2-3 capteurs, si on le fait à plus grande échelle, ça fait un gros avion, quoi. Oui. Alors, ce qui était important aussi avec le microcontrôleur et les Arduino, c'est de bien comprendre quand on est justement dans ce genre de développement, la différence entre un développement de type informatique temps réel et puis l'informatique qu'on va faire en Python devant sa console, etc. Il y a une énorme différence puisque quand on fait du Python ou du big data, on ne se pose pas tellement la question du temps qu'on va mettre à gérer, à traiter les données. C'est assez rapide, mais c'est de l'ordre de la seconde, tout va bien. Lorsque là, avec son microcontrôleur, il faut gérer les 4 moteurs, latitude, l'altitude, etc., etc. Là, c'est des millisecondes, c'est des microsecondes, hein, et il faut que le programme qui a été fait soit capable de gérer ce flux de données à cette vitesse-là. C'est une mentalité qui est très, très différente et qui est extrêmement importante pour les gens qui vont faire du temps réel, dur, et ça, c'est important. Ouais. Il faut l'apprivoiser et c'est hyper intéressant, moi, je trouve, comme domaine. Tu pilotes, toi, des drone racers je fais Non, du racer, non. Non, je n'ai jamais testé encore. Moi, je fais de la prise de vue un petit peu avec du drone. Vous êtes tous experts en votre domaine. Est-ce que moi, je m'intéresse à tout ça? À part suivre AT sur YouTube,
Est-ce qu'il y a des endroits où je peux faire ma veille et m'intéresser à tous ces sujets avioniques? C'est quoi les blogs que vous suivez, les sites d'actu que vous suivez? Alors moi, personnellement, je me réfère de temps en temps au site Safran, puisque il y a quand même énormément de choses sur toutes les divisions de Safran, puisque Safran, c'est une entreprise qui développe beaucoup de choses, et donc vous avez suffisamment de matière. On parlait de commandes électriques, de pilotage automatique, de prise de vision, de boules, etc. Bon, vous trouverez facilement sur Safran un énorme catalogue de technologies qui sont mis en avant régulièrement. Et puis, j'ai quelques blogs, mais c'est plutôt sur l'aéronautique américaine en ce moment, sur SpaceX, où j'essaye de suivre ça de manière un peu quotidienne, puisque c'est un peu les phénomènes du moment en ce moment, avec Starship. On va en parler de Starship dans 2 minutes. Toi, tu suis quoi comme blog en fait? Moi, c'est surtout sur Twitter, Instagram ou YouTube. C'est comme ça que je me documente. Donc des comptes, par exemple Aeronews TV, qui font des petites vidéos tous les jours, hyper rapides et très intéressantes. Et sinon, dans les Fab Labs, je dirais, les Fab Labs qui sont des endroits communautaires où tu peux te rassembler autour de un petit peu d'électronique, un petit peu de bricolage. Et là-dedans, tu peux trouver plein de ressources qui seront utiles dans les domaines du drone, par exemple. J'imagine que c'est des ressources qui sont un peu plus open source que chez Safran. C'est pas open source sur le portail, ça c'est sûr. Ça, j'imagine. Mais il y a des choses qui font quand même assez rêver. Ok. Moi, je suis fan de OPEX 360, OPEX 360, qui fait bien 5 ou 6, en moyenne un bon 5 billets par jour, et qui va vraiment parler de tout ce qui est en lien avec la défense, avec s'il y a des actualités d'interception, des choses comme ça, mais aussi et surtout tout ce qui est contrat étatique et tout ce qui est sous-traitance dans ce milieu-là. Donc c'est très intéressant. Ça va parler, par exemple, cette semaine, ils ont parlé des obus guidés. Derrière, ça va parler d'interception d'avions de chasse, mais ça va permettre toujours de suivre un peu l'actualité de la défense et du côté industriel. Donc ça, c'est pas mal. Cool, merci à tous. On mettra tous les liens en description de la vidéo. L'objectif, c'est peut-être aussi si tu es passionné par le numérique, par les drones, par l'avionique, n'hésite pas, va regarder tous ces liens-là. Moi, j'ai pratiqué à peu près le même exercice sans tomber dans des liens pro et tech, parce que d'une part, j'en ai pas les compétences, mais je voulais me faire une idée de ce que le grand public voyait de votre champ d'expertise. J'ai fait une petite revue de presse. La mécanique, elle est assez simple. Je vais vous afficher des articles, vous lire le titre. J'aimerais bien à chaud votre réaction. Et après, on peut aussi en parler et aller un petit peu plus dans le détail. Premier article, ça date de juillet 2020. On apprend sur Capital, je ne sais pas si c'était avec le confinement qu'ils en ont profité, mais que Airbus a réalisé plus de 500 vols sans pilote. Première réaction. Ça arrive. Pour moi, ça va arriver. On voit qu'on est de plus en plus capable de le faire. Et que je pense qu'il manque encore quelques détails. Évidemment, la législation qui est hyper importante sur ce genre de sujet. Mais on est de plus en plus capable de faire ce genre de choses. Ok, d'un point de vue techno. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, il y avait quand même un pilote dans l'avion, sauf qu'il était à côté. Même 2 ou 3. Même plusieurs, ouais. Et qu'en fait, on a juste vérifié, entre guillemets, que en fait, toute la commande interne, l'intelligence interne aujourd'hui était capable de faire un vol complet du début à la fin, sans assistance manuelle, mais avec évidemment, ils n'ont pas laissé un avion s'envoler tout seul, ça c'est clair. Ça, je m'en doute. Toi qui es pilote, tu es aussi pilote de ligne. C'est quoi en fait Est-ce que tu t'es dit « Waouh, ça y est, ils l'ont fait » ? Non, parce que même les appontages automatiques, ça existe depuis les années 60 aux États-Unis. Donc il faut appeler un chat un chat. Hein. Tout pilote de chasse que j'ai été ou autre, tu mets dans un avion de ligne, l'informatique pilote mieux que moi. Elle va piloter de manière plus éco-friendly, de manière plus précise. C'est juste pas possible d'être meilleur que l'informatique. Donc c'est normal. Maintenant, en fait,
vraie question, c'est pourquoi un pilote? Est-ce que le terme pilote est le bon terme? Et surtout, à quoi est-ce qu'il sert et dans quel cas est-ce qu'il faut l'utiliser? L'objectif de l'aérien, c'est de faire le moins d'empreintes carbone et environnementales possible, de faire les vols les plus courts et les plus efficaces possibles. En gros, c'est ça, le cahier des charges, c'est sécurité, environnement et côté opérationnel. Et à partir de là, faire des vols sans pilote, ça me paraît complètement logique, ça me paraît bien, c'est bien qu'Airbus travaille là-dessus, mais pour la mise en pratique, 500 vols c'est bien, on en disait tout à l'heure, est-ce que tu prendrais le risque de monter dans l'avion ou de mettre ta famille si on te dit il y a peut-être certains cas où on n'a pas encore réfléchi, où les codeurs ne sont pas posés la bonne question, et là, il n'y a personne pour attraper le coup. C'est ça la question. À titre perso, moi je fais partie des gens qui ont peur en avion. Si tu me dis il n'y a pas de pilote, je rentre pas dedans. Mais très clairement, je veux dire, il n'y a pas de question. Après, ça peut dépendre des endroits sur Terre, tu vois, dans certaines compagnies. Alors, on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand tout est balisé, qu'il n'y a pas de surprise, qu'il n'y a pas de vent de travers et que tout va bien, vraisemblablement, ça va bien se passer. Quand on arrive avec des vents de travers très très forts, de cisaillement, là, s'il n'y a pas l'expertise du pilote, ça devient compliqué. Très honnêtement, je pense que les technologies que vous développez, le vent de travers, vous allez savoir faire à terme. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est quand, avec tes copains, vous allez vous dire c'est super, on va faire du drone. Vous faites un Lille-Marseille, vous arrêtez à mi-chemin, vous sortez votre drone. Vous n'avez pas vu qu'il y avait l'aéroport Charles de Gaulle pas loin. Vous montez avec votre truc vachement haut, et là, le drone, il tape au niveau de l'avion et ça casse la partie que on ne pensait pas pouvait casser. Et derrière, vous retrouvez avec un truc qui vole et qui est dans une situation dégradée, non anticipée. On en voit régulièrement dans l'aérien. La double panne moteur de Sully, on n'avait pas pensé qu'on pouvait prendre autant d'oiseaux d'un coup. Il y a plein de choses comme ça. Et là, on est bien content qu'il y ait un humain derrière qui revienne aux bases et qui sauve tout le monde. Donc la problématique, je pense, est... Ok. Je rebondis sur un truc que tu as dit. Le job de l'aérien, c'est de transporter des gens en sécurité, de la manière la plus efficiente possible et de la manière... maintenant, il y a un enjeu aussi environnemental. Bien sûr. Là-dessus, en fait, il y a déjà des sujets qui sont en cours. Je crois qu'il y a des avions à hydrogène qui sont en train de se développer. On en est où dans la techno? D'un point de vue grand public, tout le monde dit « Waouh, c'est le turfu ». C'est vraiment le futur ou est-ce que c'est vraiment en pré-développement? Alors, Airbus a annoncé récemment le démarrage des études pour la mise en œuvre d'un futur avion de ligne à hydrogène pour 2035. Je pense que c'est une vraie volonté de démarrer là-dessus. Nous, d'un point de vue télémétrie, on sait que ça va changer un petit peu le fond de nos technologies, puisque les avions vont être réalisés vraisemblablement avec des formes différentes, avec des centres de masse différentes, avec des composants différents. Donc, il va falloir s'adapter aux nouvelles torsions, aux nouveaux matériaux, aux nouveaux emplacements. Bref, c'est quelque chose qui va arriver chez nous et on s'y prépare. Ok. Et toi, de ton côté, en fait, en tant qu'étudiant, est-ce que c'est des trucs qui t'intéressent, qui t'interpellent, de dire mais attends, il faut que je fasse plus efficace, un code plus propre, des matériaux plus propres? Enfin, comment tu l'abordes cette question? Bien sûr, c'est hyper important d'avoir le moins d'impact sur la planète. Ça peut passer par différentes façons. Par exemple, un code plus optimisé, on va moins consommer d'énergie lorsque la petite carte, le microcontrôleur fonctionnera. Pareil pour des capteurs, est-ce qu'on peut utiliser des capteurs qui sont recyclables? Je sais pas, on peut tendre vers ce genre de choses avec des matériaux qui sont pas trop néfastes. Ok, donc il y a un vrai sujet de fond qui est en train de se lancer. Article suivant, on change diamétralement de sujet. Un pilote de l'armée américaine qui s'est pris une pile contre une intelligence artificielle, il s'est pris un 5-0. Déjà, je vois, il y a des hochements de tête. Vous en dites quoi de ça? Juste pour remettre les choses dans le contexte, les Américains ont fait ce test en direct sur YouTube. Rien que ça. Donc je pense que juste ça répond... la question, elle est vite répondue. C'est-à-dire que c'était un gros coup marketing de la part des Américains pour clairement montrer à tout le monde nous sommes dans une nouvelle ère et nous sommes les premiers, en gros, nous être posés sur la Lune du combat aérien. C'est un petit peu ça. Donc derrière, quand on regarde plus en détail les conditions du test, ça n'avait absolument rien à voir avec ce à quoi ressemble un vrai combat aérien. Et donc il y a énormément à dire. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils mettent les moyens dedans, on va y venir. Et si moi j'étais décideur politique ou général et qu'on me dit tu as 2000 pilotes de chasse sous tes ordres et qu'on me propose un logiciel où le pilote appuie sur le bouton, l'avion bouge et abat l'adversaire 100% des cas, bien sûr que je vais demander à ce qu'il y ait ce système-là dans tous mes avions. Encore une fois, quel est l'objectif?
L'objectif, c'est gagner le combat. Donc, si l'informatique le fait mieux que nous, autant que ce soit l'informatique qui le fasse. La petite difficulté, c'est quoi? Là, c'est dans un milieu, un software donc simulé, où l'informatique a accès à toutes les infos. Dans la vraie vie, entre les nuages, les conditions, les capteurs, les pannes de capteurs, je ne dis pas qu'il y en a souvent, mais c'est quand même rare qu'on n'ait jamais aucune panne, eh bien, à partir de là, eh bien, l'informatique se retrouve dégradée. Et comment est-ce qu'elle va faire si elle n'arrive pas à détecter sur le flanc gauche parce qu'elle a tapé un oiseau au décollage, hein, mais il y a plein de choses comme ça, eh bien là, forcément, les cartes sont rebattues. Mais Ok. est-ce que le pilote américain était complètement dépassé par l'intelligence artificielle, dans le sens où il ne pouvait pas mettre du tout en place ses stratégies ou, Il n'avait pas de stratégie, je crois, quand j'ai regardé les images. Oui, parce que je crois que j'ai vu ta vidéo. C'était tragique. Et est-ce que justement ils n'ont pas voulu cacher les compétences un Si, petit peu des ouais. pilotes Ouais, en fait, il a fait. Moi, j'ai fini chef instructeur pour les nouveaux pilotes de Rafale, donc j'avais des jeunes pilotes de chasse. S'il y en avait un qui s'était battu comme ça, je sais pas, j'aurais jeté mon casque en retour au vol, quoi. Enfin, C'est terrible. c'était une honte, quoi. Non, il fait les erreurs les plus grossières de l'histoire de l'humanité. Même un élève pilote de chasse n'aurait pas fait des erreurs comme ça. Donc après, il n'était pas dans son environnement, et je sais pas ce qu'il fait comme reconversion maintenant. Peut-être que. Ou alors peut-être que justement, en fait, ce que tu disais, ils ont peut-être voulu mettre un peu le pied dans la porte en disant voilà, on a besoin de ressources sur l'IA, on a Exactement. besoin de ressources sur des ingénieurs qui traitent de l'IA, C'est du ça. big data, etc., pour amorcer la pompe et pour se dire dans 20 ans, on sera prêt. D'après ce- Exactement. Après, peut-être qu'il y a un axe auquel on n'a pas forcément pensé, c'est que si on considère qu'un jour c'est une intelligence artificielle où il n'y a plus de pilote dans l'avion, il va pouvoir encaisser des accélérations et des manœuvres qui sont impossibles à faire pour un pilote humain. Bon, est-ce que ça va se jouer là? Je sais pas. Ok. Ah, mais complètement. Et même moi, souvent, ce que je défends, c'est une sorte de mix des deux, ou sur le F-35, par exemple, qui est un avion qui a été construit autour des ordinateurs. Le pilote appuie sur un bouton. Là, l'avion sait que le pilote s'accroche, et il peut prendre du coup 12, 13, 14, même peut-être pourquoi pas 15 G, là où d'habitude le pilote ne va pas aller, avec une risque de perte de conscience du pilote. Mais maintenant, entre les systèmes de récupération automatique et ça, eh ben, lui, il a pu prendre 15 G, l'autre adversaire a pris que 9 G. Mathématiquement, il gagne le combat, et le pilote se réveille, et il est content, il a une victoire aérienne. Ok. Et c'est l'informatique qui gagnait pour lui. Ouais. On va atterrir un petit peu, on sort un peu du militaire et on arrive plutôt sur une entreprise bulgare, lue dans 20 minutes en fait. C'est assez récent comme article, hein. On est en décembre 2020. Une entreprise bulgare, Dronamix, s'apprête à lancer un nouveau système de livraison par drone en Europe. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Je crois qu'Amazon a déjà expérimenté ça depuis quelques années déjà. En Australie, j'ai vu livrer des cafés, non? Ou dans la Silicon Valley, ils livraient des cafés par Les cafés, drone. c'est ça la technologie. Il y a- Ah, mais c'est génial, ouais, je suis fan. C'est surdéveloppé. Et en fait, c'est cool que ce soit une entreprise européenne. Ou est-ce que, en fait, Je trouve que c'est génial que ce soit une entreprise européenne parce on entend beaucoup parler d'Amazon. Amazon, c'est des Américains et ça fait du bien de voir ça un peu en Europe plutôt qu'aux États-Unis où on a l'impression que toutes les dernières technologies pour grand public, on a l'impression qu'elles sont là-bas. Et non, il y en a aussi en Europe et c'est excellent, je trouve, de voir ça. Et en plus, en Bulgarie, peut-être un pays où on n'entend pas tant parler que ça sur le plan de la défense ou de l'aéronautique. Eh bien, je trouve que c'est génial et ça ramène beaucoup de fraîcheur. je vous ai mis cet exemple-là, mais il y a une boîte en Allemagne, je crois, qui fait la livraison des échantillons sanguins entre un hôpital et un labo d'analyse. Ils le font désormais par des drones. Et les organes aussi en France. Et ils sont en train de réfléchir à faire du transport d'organes par drone. Dans ces conditions-là, moi je vois un drone passer médical au-dessus de ma tête, je me dis c'est pour sauver quelqu'un, je vais pas l'abattre, quoi. Non, mais bien sûr, mais il me semble que si c'est quelque chose de pas trop récurrent, ça va, mais si c'est une autoroute, ça devient plus compliqué. J'ai deux derniers articles. La France entend combler son retard dans les drones militaires. On en a un peu parlé tout à l'heure. Et là, ce qu'on voit voler, c'est, je crois de mémoire, un drone Parrot. Voilà, il n'y a pas que l'avionique, gros système. Il y a aussi des petits drones qui servent aux fantassins. C'est un peu ça ce que ça nous dit ? Visiblement, sur la photo, oui, ça a l'air d'être utilisé lors d'opérations à terre pour aller voir derrière le bois où on ne peut pas aller voir ce qui se passe. Après, aujourd'hui, dans l'avionique, drone, ça ne ressemble pas tout à fait à ça. Ça ressemble à plutôt des avions sans cockpit, avec une
plutôt en forme de triangle, enfin bref, un petit peu à la science-fiction, comme Neurone, là, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. C'est un type de drone qui a fait, c'était Dassault, je crois, et qui, dans ce que j'ai compris des prochaines évolutions du combat aérien, c'est qu'il y aura un pilote dans l'avion avec son Rafale et il sera escorté d'une flotte de drones qui, ils lui diront ce qu'il faut faire. Donc ça veut dire que tu vas avoir des ingénieurs pour produire les avions, pour produire les drones, pour gérer la communication entre tout ça. En gros, c'est l'Eldorado, on va avoir besoin d'ingénieurs, on va avoir besoin de techniciens du numérique pour orchestrer toute cette montée en gamme, en fait. Les ingénieurs de demain, ta génération d'ingénieurs, c'était un peu le cas déjà avec la tienne, mais c'est les pilotes de demain. Donc c'est clairement eux, c'est juste que la manière de piloter va être différente. Ça va être par du code et de l'anticipation, mais je pense que tout le raisonnement tactique, il va falloir que vous le preniez quand même à votre niveau et que vous le compreniez. Donc c'est là où ce transfert d'expérience est intéressant, parce que tu mets quand même 10 à 15 ans pour former quelqu'un tactiquement à plus ou moins un gros panel de missions, et il n'y connaît rien en engineering. Donc je pense que ça va faire des carrières assez intéressantes et où les gens vont devoir être assez multicasquettes ou assez agiles intellectuellement. Cool. Message pour les jeunes ingénieurs. J'ai un dernier article de presse, avant de vous le montrer quand même. Vous vous rappelez de SpaceX, le premier vol ils ont embarqué une peluche dans l'espace. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'était, la peluche? La Tesla? Non. Non. C'est pour vérifier qu'ils étaient en apesanteur, en fait. Nous, on a retrouvé, on vous l'a montré là. C'était une chouette effraie. Non, en fait, ils ont embarqué un dinosaure. C'était juste pour la petite blague. Moi, ce qui m'interpelle, c'est sur LCI, en fait. C'est un deepfake. C'est un deepfake, ouais. On fait ça aussi en école d'ingé. Non, alors, en fait, moi, ce qui m'interpelle sur cet article, c'est que LCI s'est pas tant intéressé au côté ingénieur derrière. Il s'est dit, nous, on va regarder juste la tête. À quoi ça ressemble le poste de pilotage SpaceX VS? Et c'est la photo du dessus, les capsules spatiales traditionnelles avec plein de boutons qu'on voit dans Apollo 13. Vous en dites quoi? C'est gadget ou c'est l'avenir? Pour moi, c'est clairement l'avenir. La preuve, c'est même maintenant. Oui, les interfaces vont se digitaliser à 100%. Aujourd'hui, il y a même un grand fabricant d'équipements informatiques qui va carrément transformer les touches de son clavier en interface graphique. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir changer de configuration uniquement au doigt et à l'œil, entre guillemets. Et donc, c'est une reconfiguration automatique du visuel. OK. J'ai des claviers anglais, alors ça va changer ma vie, ça. Ça y est, on a un gagnant. Je vais pouvoir mettre des accents. Pour le braille, non, ça marchera très pas. cool, donc ça veut dire, encore une fois, la place du numérique, elle est étroitement liée à tout ce qui vole. On a 2 dernières séquences à vous proposer. Celle-là, c'est ma préférée. C'est le confessionnal. J'ai vu voler Zapata avec son jetpack. On a Elon Musk, on voit des gens voir une voiture dans l'espace. Ma question, elle est toute bête. Si vous aviez le choix en un truc qui vole à piloter, vous choisiriez lequel? À tester, quoi. Je commence par toi. Ah, dur. On a droit à 2 réponses ou pas? Parce que 2 réponses. La première, c'est la navette spatiale américaine, qui est en fait un super planeur. Et toute la phase de re-rentrer. Je pensais que c'était plutôt un fer à repasser, moi. J'ai voulu être gentil avec. On ne sait jamais s'il m'appelle pour piloter, si je dis du mal, même si elle ne vole plus. Mais toute la procédure de ré-rentrer dans l'atmosphère, c'est en faire repasser en planant. Alors c'est en planant à 45 degrés n'est bas. Je n'ai pas le chiffre exact, mais ça, je pense que c'est une expérience, parce que je crois que le premier Mach lu, donc la première vitesse lue, c'est Mach 25 ou quelque chose comme ça. Donc c'est un truc génial. Donc ça, je pense que c'est à faire. Et sinon, le F-22 Raptor américain, l'avion de chasse américain qui ne vendent pas. Qui garde que pour eux, qui m'a fait rêver sur jeux vidéo quand j'étais gamin et qui est assez incroyable en termes de performance. Ok, on est bien loin du petit drone ou du... Non mais il n'y a pas de problème. Parce que je fais déjà du petit drone. Jean-Marc. Moi, je ne suis pas pilote, donc je ferais bien un tour en Starship, mais ce n'est pas encore pour tout de suite. Donc ce qui me paraît le plus à ma portée, c'est d'utiliser l'overboard, là, je ne sais pas comment on l'appelle, de Zapata. Donc ça, peut-être que je pourrais arriver avec un entraînement à tenir dessus et à faire quelques kilomètres, mais oui, ça doit être sympa, ça. Ok. Moi, je dirais le SR-71, donc un avion légendaire que je trouve. Pourquoi? Parce que je trouve que toute l'histoire qu'il y a autour, la prouesse technologique qu'ils ont réalisée et les performances qu'ils étaient capables de faire, je trouve ça assez fascinant et
pour moi, c'est un peu... c'est assez vieux, mais c'est un peu un Graal, je trouve. Le problème, c'est que tu vas faire de la ligne droite. Ouais, je sais. Ça, Ok, c'est un truc de dingue. Il n'y en a aucun d'entre vous qui a répondu je veux un X-Wing ou un truc, ou le Faucon Millennium ou un truc de ouf. Quoi. Mais c'est accessible, on l'a vu tout à l'heure, ça nous fait plus rêver. Le mot de la fin, partagé par tout le monde. Moi, j'aimerais bien que vous passiez un message à un lycéen qui, ou une lycéenne d'ailleurs, qui touche un peu sa bille en numérique, qui bricole un petit peu, pourquoi pas, des drones et tout. C'est quoi ce qu'il doit avoir en tête? Je sais pas qui veut commencer, c'est la tournée des conseils aux lycéens. Moi, je dirais garder sa passion et surtout essayer et ne pas avoir peur de l'échec. Parce que si on n'essaye pas, on ne sait pas si on gagnera ou pas. Donc il faut toujours essayer, aller plus loin, être curieux. Et surtout aussi ne pas hésiter à travailler avec les gens, puisqu'on est toujours plus fort à plusieurs que tout seul. Voilà. Ok. Quelqu'un a rebondi? Moi, je suis d'accord avec la curiosité. Je trouve que c'est hyper important pour apprendre de nouvelles choses. Et au pire, même si ça ne nous intéresse pas, ça nous enrichit, ça nous apporte une autre manière de voir certaines choses et on sera peut-être plus efficace pour appréhender des choses. Aussi, si tu es passionné de numérique et de drones, d'aéronautique, tout ça, tu peux commencer à faire de l'aéromodélisme. Donc, par exemple, en montant un petit drone ou en commençant à piloter, ou alors on a un autre gros projet. Ouais. Une chouette volante. Non, alors je crois pas que ça ressemble à une chouette volante. Je pense que ça ressemble à un avion 100% mécanique. Non, rien à voir. Voilà, exactement. Alors, c'est un Spitfire entièrement imprimé en 3D. Donc, celui-ci, c'est pas moi qui l'ai fait, mais j'en ai fait un pareil. Donc là, il est recouvert d'un scotch en plastique. Ça le renforce et c'est plus joli. Donc, on peut se lancer dans des projets comme ça d'aéromodélisme pour comprendre le fonctionnement, la mécanique du vol. Et ça, c'est un projet que tu gères en ce moment aussi à Effray Paris, parce que du coup, vous m'avez expliqué que vous rajoutez des capteurs au fur et à mesure dedans. Ouais, alors ça, c'est notre projet de cette année. On a un concept d'un nouveau type de boîte noire. Le but serait plus de stocker les données en local, mais sur le cloud. Et du coup, ça fait partie de notre proof of concept. On a mis un petit microcontrôleur qu'on va connecter en Wi-Fi pour la démonstration. On va barder cet avion de capteurs. Et on va faire différents essais, différentes simulations et peut-être le crasher pour voir comment ça fait. Qu'est-ce qui se passe lors d'un crash? Qu'est-ce qu'ils prennent les capteurs? Ok, vous avez conçu ce truc pour le crasher. Je trouve ça génial. On en reconstruira un, c'est pas grave. Le mot de la fin, c'est pour toi, Athé. Quel conseil donner à un jeune? Un ou une jeune, du coup. Moi, je pense que c'est... En ce moment, on entend beaucoup dire que c'est dur d'avoir 20 ans en 2021. Maintenant, moi, je pense qu'au contraire, c'est une chance énorme parce que grâce au numérique, on peut avoir un impact qui n'a absolument rien à voir avec ce qui était l'impact possible pour les générations d'avant. Donc, à partir du moment où on commence à avoir quelques petites idées et qu'on a la discipline et qu'on met le travail derrière, je pense qu'on peut vraiment sortir du bruit et gagner énormément de visibilité et réussir à après vivre de concepts assez géniaux. Donc je pense que plus que jamais, avec de la bonne méthodologie et de la volonté, c'est cool d'avoir 20 ans en 2021. Okay. Cool. Déjà, merci à tous pour toute cette émission et pour tout le contenu et toutes les idées que vous avez pu partager avec nous. Un grand merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, encore une fois, abonnez-vous à la chaîne. Mettez limite une alerte pour savoir quand est-ce qu'on produira le prochain hub. Et n'hésitez pas en commentaire à nous indiquer quelle thématique du numérique vous souhaiteriez qu'on aborde, voire pourquoi pas, quel youtubeur vous souhaiteriez voir sur le plateau, quelle entreprise vous souhaiteriez voir aussi échanger avec nous. N'hésitez pas, rejoignez-nous. Un grand merci. Je crois que le mot de la fin, toi, tu signes tes mails en disant fly safe, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et fly safe et excellente fin de journée. Merci à tous. Merci Adrien.